Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Ça faisait un petit moment, je reviens toujours avec la même phrase, hein, ça fait un petit moment où je n'étais pas là. Eh ben oui, je suis de retour après quelques semaines. J'ai eu le temps de lire pas mal de livres. Aujourd'hui, il va s'agir d'un update lecture spécial déception, parce que j'ai lu pas mal de livres et j'étais plutôt déçu par mes dernières lectures. Ce qui est somme toute assez rare, vu que je suis quand même très très bon public. Euh, donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai demandé aux gens sur mon compte Facebook, le chasseur de mots, ce qu'ils voulaient que je fasse comme vidéo, tout simplement, et ils m'ont dit update lecture. Voilà, j'étais pas super chaud à faire ça. Moi, je voulais être un truc un peu plus funky pour changer, toi. Mais non, tout le monde voulait update. Donc voilà, je m'exécute, hein, comme vous le voyez aujourd'hui, et je vais faire l'update lecture. Donc j'ai pris mon petit bain et tout, j'ai fait ma petite coupe Euro 2016 là, tu vois, avec la petite vague comme ça. Et voilà donc voilà, j'imagine que beaucoup d'entre vous ne regardent pas trop le foot. Et généralement, les lecteurs et les amateurs de foot, c'est deux trucs différents. Ben moi j'aime les deux. Voilà, moi je suis très très bon public, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi je peux lire un Shakespeare, regarder le foot et enchaîner sur les anses de la télé-réalité. Moi je suis rien à foutre quoi. Et donc, face à moi, il y a quand même quelque chose qui m'embête avec l'Euro 2016, le Mondial et tout, c'est que tous les 2 ans, donc Euro, Mondial, c'est que les gens qui regardent pas trop le foot et tout, euh, dès qu'il y a un match, il sort klaxonné comme ça partout. Et moi, j'en peux plus, quoi. Surtout que ce sont des gens, ils regardent pas le foot, hein, ils connaissent pas le foot. C'est tous les 2 ans, je sais pas, ils ont envie de sortir leur caisse et de klaxonner et tout. Et c'est vraiment pour tout, hein, parce que moi, j'habite une petite ville, hein, c'est pas une grosse ville où j'habite. Et l'autre jour, il y avait par exemple Irlande-Suède. Ça a klaxonné, quoi. Je savais même pas qu'il y avait des Suédois et des Irlandais dans ma ville. Je ne savais pas. Et puis, ça klaxonne partout, parce qu'en plus, j'habite dans le centre, donc c'est vraiment tout le temps en ce moment. Je deviens fou, hein. Donc voilà, j'en peux plus. L'autre jour, non, hier, c'était, il y avait quoi encore hier? C'était Islande-Hongrie. Islande-Hongrie. Alors je me dis, là, ça va être tranquille aujourd'hui, Islande-Hongrie, quoi. Et juste après le match, non, c'est pas possible, quoi. Merde, les gars, c'est match nul en plus. Donc là, ni une ni deux, je sors par la fenêtre. Enfin, je passe la tête, parce que si tu sors par la fenêtre, ça peut être dangereux. Donc, je sors ma tête par la fenêtre, et là, je me suis vite calmé, quoi. Je suis vite redescendu. En fait, c'était 2 personnes qui venaient de se marier. Bah ouais, c'était samedi, donc ça arrive aussi. Donc, j'ai décidé de me calmer, de pas crier, parce que de toute façon, ces 2 personnes auront suffisamment de problèmes dans les années à venir, donc c'était pas la peine d'en remettre une couche non plus, quoi. Et donc, tout ça pour dire que les klaxons, c'est quand même assez polyvalent, hein. Donc, quand quelqu'un respecte pas le code de la route, hop, tu klaxonnes. Quand il y a un mariage, hop, tu klaxonnes. Quand c'est match nul dans un match complètement bidon, hop, tu klaxonnes. Et donc, et moi, je me dis, quand tu penses que le mec qui a inventé le klaxon, eh ben lui, il repose en paix, quoi. C'est un truc de dingue, quand même. Donc voilà, je vais arrêter là-dessus sur les klaxons, vous voyez, ça m'a rendu fou, donc je vais refermer la parenthèse, cette petite tranche de vie, hein, à laquelle j'ai bien sûr pris soin d'enlever la croûte, ça c'était pour moi. Et donc on va enchaîner tout de suite avec les lectures qui m'ont plus ou moins déçu. Donc on va y aller, il y a 5 livres, on va y aller crescendo, donc celui qui m'a le moins déçu à celui qui m'a le plus déçu. Donc on commence tout de suite avec Quand vient l'orage de Marie-Hélène Delval. Donc en soi, c'est pas un mauvais livre, il est assez court, c'est écrit assez gros, les pages se tournent assez vite, il y a beaucoup d'assez dans cette phrase, mais ce n'est pas grave. Et donc voilà, ce n'est pas un mauvais livre, pour moi il y a eu un problème sur le public cible, à mon avis. Dans un premier temps, j'ai cru que c'était un bouquin pour enfants. Le problème, c'est que en fait, je raconte comme ça vite fait l'histoire. Il s'agit d'un garçon qui passe ses vacances avec ses parents. Enfin, un adolescent, on va dire. Il commence à écrire, donc il a envie d'écrire une histoire un peu fantastique. Et, euh, et il va apprendre dans le village où il va aller, donc c'est à la montagne et tout, je crois, qu'il y a des légendes avec un vieux château un peu plus loin du village et tout. Et donc il y a des légendes avec des chevaliers qui s'affrontent dès qu'il y a un orage ou un truc comme ça. Et il trouve un peu son inspiration là-dedans pour écrire son histoire.
Et donc il y a aussi une histoire de princesse ou je sais pas quoi qui se trouve dans le château. Et cet adolescent va un peu fantasmer dessus, donc va y avoir des scènes un peu chaudes. Hein. Il y a rien non plus de choquant ou voilà. Enfin, on ne s'offusque pas non plus des fantasmes de cet adolescent, mais c'est peut-être pas ce qui convient le mieux non plus à des enfants. Donc voilà, c'est pas vraiment un livre pour les enfants. Et d'un autre côté, ce n'est pas vraiment un livre pour les adolescents non plus, parce que j'ai trouvé l'histoire quand même très très basique. Voilà, c'est pas un mauvais livre, hein. Il y a une bonne ambiance, on est dans une atmosphère un peu mystérieuse, mais voilà, ça reste somme toute très très simple. La résolution est très simple, donc voilà, ça, j'aurais voulu que ça soit quand même un rien plus élaboré parce que c'est vraiment très linéaire, très basique. Et même, il s'agit d'un adolescent, hein, il se dispute avec ses parents et tout ça. Et voilà, ça reste un thème quand même assez universel, l'adolescent qui se dispute avec ses parents. Et il n'y a rien de plus, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc voilà, on est dans de très basiques, même quand il s'agit du rapport adolescent-parent, que ça soit dans l'histoire, on reste quand même dans un truc très basique. Mais voilà, c'est assez sympa. Il y a un petit mélange réalité, mythe. On sait pas trop si cet adolescent imagine ce qu'il voit ou si on est dans la réalité. Voilà, il y a un chouette côté comme ça. Mais voilà, sans plus, quoi. C'était une chouette histoire, mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Donc voilà, maintenant, on va monter un peu le cran dans la déception. Ici, c'est une déception assez logique parce que je vais parler d'un auteur que j'adore. J'avais adoré les deux premiers romans et le troisième ici, ben, il m'a un peu déçu parce qu'il faut dire que la barre était vachement haute de base. Donc voilà, c'est pas vraiment une grosse déception. C'est juste que les deux premiers, j'avais été sous le charme, ça avait été des coups de cœur et ce n'a pas été le cas pour celui-ci. Il s'agit des 6 fourmis blanches de Sandrine Colette. Alors, en fait, l'histoire est bien, l'histoire est prenante. Le problème, c'est qu'on va suivre, donc il s'agit de... Comment je vais expliquer ça pour que ce soit le plus simple possible. On va dire que on a en parallèle deux histoires. Et donc chaque chapitre, on va passer d'un personnage à un autre. Donc d'un côté, on a l'histoire d'un... Donc ça se passe dans le nord, dans les montagnes du nord de l'Albanie. Et donc d'un côté, on a un personnage qui s'appelle Mathias, qui est sacrificateur de chèvres pour qu'un mariage se passe bien, par exemple, pour qu'une fête se passe bien, il sacrifie des chèvres parce que ce sont les croyances, voilà. Pas trop compris ça, mais on va dire que c'est ça. Et puis ce sacrificateur de chèvres, sans trop en dire, va faire une bêtise et va se mettre à dos tout le village, et tout le village va aller à sa poursuite. Il va devoir parcourir les montagnes. Et d'un autre côté, on a des touristes qui sont français, je pense, qui sont dans le nord de l'Albanie, qui trouvent un guide pour faire une randonnée dans les montagnes, une espèce de trek, et ils vont se retrouver en pleine tempête. Donc voilà, ce sont deux histoires en parallèle, deux arcs narratifs assez prenants. Le problème, c'est que on passe un chapitre, c'est le sacrificateur de chèvres, et le chapitre suivant, c'est les randonneurs. Et donc voilà, à chaque fois, les deux arcs narratifs vont un peu s'entrechoquer parce que on n'arrive jamais à être à fond dans l'histoire tellement il s'auto-casse le rythme de l'autre, quoi. Donc voilà, c'est toujours comme ça. Une fois qu'on commence à être immergé dans l'histoire, qu'on commence à prendre parti pour les personnages, à vivre ce qu'ils vivent, à chaque fois on retombe dans l'autre histoire et voilà, à chaque fois le travail est à refaire. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un petit problème pour moi. Je l'ai lu en lecture commune avec Élise de la chaîne des lectures d'Élise. Et elle avait un peu le même sentiment. Et donc voilà, j'étais un peu déçu par rapport à ça. Par contre, un fait assez peu commun pour moi, c'est que j'ai adoré la fin. Il y a vraiment un très très bon twist à la fin. Ça, on rentre vraiment dans le truc. Il se passe plein de choses. Et voilà, il y a pas mal d'actions et tout. Il y a un bon twist final. Et voilà, ça a vraiment sauvé le livre pour moi. C'est cette fin, quoi. Et c'est assez rare parce qu'en généralement, j'adore le livre, le corps du livre, et généralement je suis déçu par la fin. Ici, c'était vraiment l'inverse. Donc voilà, très très bonne fin, comme d'habitude, Sandrine Colette, même si j'étais un peu moins séduit par ces deux arcs narratifs en parallèle. Ou alors il fallait peut-être faire des passages plus longs, c'est-à-dire qu'on soit
quelques chapitres avec les randonneurs, puis quelques chapitres avec le sacrificateur de chèvres, histoire que le rythme ne soit pas cassé à chaque fois. Mais voilà, ça reste un bon livre, mais j'étais un peu déçu tellement, tant j'ai aimé les deux premiers. Et bien sûr, je lirai le quatrième dès qu'il sortira en poche. Ensuite, on enchaîne. Donc là, on monte encore un cran. Les 15 vies, les 15 premières vies d'Harry Auguste, et heureusement que c'est que les 15 premières et qu'ils ont pas fait toutes ces vies parce que à la fin j'en pouvais plus. Donc c'était une lecture commune avec Alexia du blog Lilith si je me trompe pas. Bien sûr tous les noms des chaînes et tout seront en barre d'infos. Et donc là pour le problème de ce livre, donc on va suivre un gars et à chaque fois qu'il meurt, eh ben, il recommence sa vie du début. Donc voilà, avec tout ce que ça implique, hein, c'est-à-dire ce qui l'énerve le plus à ce gars. Ah oui, parce qu'en plus il se souvient de ses vies passées. Donc ce qui l'énerve le plus à ce gars, c'est que à chaque fois il doit revivre son enfance, son adolescence, et voilà, ça, c'est le moment de sa vie qui, ça le rend fou de vivre à chaque fois son enfance et tout. Et d'un autre côté, il va très très vite au début du livre découvrir qu'il existe un cercle un peu occulte comme ça, des gens qui sont comme lui, qui vivent qui vivent plusieurs fois leur vie et qui se souviennent de leur vie antérieure. Et donc, ce cercle font en sorte de d'un peu régler l'histoire, en gros, l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas trop modifier l'histoire parce qu'on sait pas trop quelles vont être les conséquences et tout. Et en même temps, il y a des trucs qui doivent empêcher et tout. Par exemple, il y a des gens qui quittent le cercle pour aller changer des trucs de l'histoire, mais vu qu'ils font une bêtise, les autres gens du cercle doivent aller le tuer pour ne pas qu'il change l'histoire. Donc on a un truc comme ça très une boucle temporelle que le cercle doit essayer de conserver, et il y en a qui font tout pour changer l'histoire parce qu'ils sont pas d'accord. Par exemple, il y a des trucs avec Hitler, des trucs qui se passent en Russie et tout ça, et voilà. Donc voilà, j'essaie de donner un peu le ton du truc, et c'est assez intéressant, c'est assez original, c'est assez sympa, sauf que il y a trop de notions historiques dans ce livre, et les notions historiques sont données un peu comme ça. Donc à un moment on va parler de Staline, à un moment on va parler d'Hitler, à un moment on va parler de je ne sais plus quoi en Afrique, à un moment on va parler d'un truc aux États-Unis, et tout arrive un peu comme ça, donc on est un peu paumé. Voilà, c'est trop d'anecdotes historiques qui viennent un peu comme ça dans le bouquin et qui viennent quand même souvent dans le livre. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu gênant. Et voilà, et en plus, le livre est quand même assez long. Il fait voilà, presque 600 pages, quoi. Et donc, voilà, c'est assez long. J'aurais aimé que ça soit plus court, que ça aille un peu plus à l'essentiel, qu'il y ait bien sûr des anecdotes historiques, mais pas autant, et pas qui viennent comme un cheveu dans la soupe, comme ça. Voilà, c'est un peu trop éparse, quoi. C'est un peu trop volatile tout ça. Mais voilà, donc j'ai été un peu déçu, même si l'idée de base, ça partait d'une bonne intention, je suis sûr, hein. Mais voilà, c'était un peu trop lourd pour moi et un peu trop long. Ensuite, là, on gravit les échelons, là. Juste une ombre de Karine Gibel, donc c'était pour moi le premier roman de Karine Gibel que j'ai lu en lecture commune avec Lilia et Johanna, chaîne en dessous. Et oh, là c'était grosse déception parce que voilà, c'était mon premier roman. J'avais déjà lu Maître du jeu qui était deux nouvelles, que j'avais plutôt bien aimé, hein. J'avais même adoré ces deux nouvelles. Et là c'était le premier roman, mais oh non, là je pouvais pas. Combien de pages 600 aussi, voilà, fallait en faire 300 parce que il se passe pas grand chose dans ce livre. Il s'agit d'une fille, elle a toujours l'impression de se faire suivre par quelqu'un, et donc elle devient un peu psycho, et voilà, c'est un peu 600 pages là-dessus. Donc, est-ce qu'elle imagine ce type? Est-ce qu'il existe vraiment? Évidemment, on va pas le dire, mais force est de constater que dès la moitié du livre, on connaît la fin, et c'est gros comme un camion. Bien sûr, je vais pas le dévoiler ici, je vais en dire très très peu sur l'histoire, parce que j'ai quand même du respect pour les plus naïfs d'entre vous, mais voilà, c'est gros comme un camion, et non, il se passe pas grand chose, c'est ça le problème. On est toujours dans elle a l'impression d'être suivie, elle a l'impression que le mec est venu chez elle, elle a l'impression qu'il va faire des trucs,
Et donc, évidemment, il y a personne qui la croit, sauf un flic qui la croit un peu, parce qu'il se rend compte que ce n'est pas la première à avoir été dans le cas. Il existait quelques années avant une autre affaire où il y avait une fille un peu dans le même cas qu'elle. Donc là, il se pose des questions, il se dit peut-être que la fille a raison. Et donc, il va mener un peu l'enquête et tout, mais voilà quoi, sans plus, parce que il n'y a pas vraiment de gros twist, et le vrai gros twist qu'il aurait pu avoir à la fin du livre, euh, parce que je n'étais pas convaincu par le corps du livre, mais autant dans Les 6 fourmis blanches de Sandrine Colette, il y avait un bon twist final, autant là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, j'étais quand même assez déçu. Par contre, j'aime beaucoup la manière dont Karine Gibel écrit, et j'ai également vu d'autres chaînes, d'autres booktubeurs, booktubeuses, blogueurs, blogueuses qui vantaient des livres de Karine Gibel, et voilà, je vais en lire d'autres, évidemment, parce que j'aime bien la façon dont c'est amené. C'est vraiment un page turner, hein, on sent que c'est très fluide, on tourne les pages rapidement, et voilà, pour moi, je suis tombé sur la mauvaise histoire, je pense que c'est ça, donc je vais quand même donner une autre chance à Karine Gibel. Ensuite, on arrive au dernier. Alors là, on est là, quoi. Ah là, c'est le summum de la déception. Ouh, j'ai abandonné. C'est super rare que j'abandonne un livre. J'ai jamais abandonné un livre. Je ne m'en souviens pas, en tout cas. Et là, j'ai dû abandonner. Je n'en pouvais plus. Je l'ai lu en lecture commune avec Christelle. Ah oui, elle m'a toujours pas donné le nom de son blog, je crois. Mais je vais le mettre en barre d'infos aussi. Je me le rendrai dès la fin de la vidéo. Il s'agit d'Atlantis de David Gibbons. Donc je vous en avais déjà un peu parlé avant que je le lise, hein. C'est le livre qu'on trouve dans toutes les gares, dans tous les aéroports. Eh ben franchement, c'est des fous ceux qui le mettent dans les gares et les aéroports. Non, franchement, tu prends l'avion, t'as pas envie de te taper ça, hein. Ah non, c'est un truc de dingue, hein. Normalement, dans l'avion, t'as envie d'un truc assez cool, tu pars en vacances, tranquille, t'as envie de lire un truc facile, un truc, une aventure, un peu Indiana Jones, ensoleillé, on va découvrir des contrées, où il va y avoir de l'humour, où on va se marrer, où faire des rencontres, des personnages, on ne sait pas s'ils sont des traîtres ou s'ils seront fidèles, est-ce qu'ils vont trouver l'Atlantide. C'était chiant à mourir, ouais, je suis arrivé aux 2 tiers. Waouh! Je sais même pas comment j'ai fait pour arriver aux 2 tiers du livre. C'est un truc de malade. Donc, en fait, il faut savoir que l'auteur de ce livre est un docteur, prof universitaire en archéologie, en je sais pas quoi. Et le mec, t'as l'impression qu'il fait l'étalage de ses connaissances dans tout le bouquin. Waouh, c'était chiant. Un truc de fou. Donc voilà, on a un côté très très érudit dans le truc, mais là c'est abusé. C'est pas que je suis anti-culture, loin de là, mais il faut quand même que les données scientifiques, les aspects historiques, voilà, tout ce qui est technique servent le récit, servent le livre, servent les personnages. Et là c'est tout l'inverse. Les personnages, tu ne les connais pas. Je suis arrivé aux 2 tiers, je ne sais pas qui est le héros. Je ne sais pas quels sont ses sentiments, je ne sais pas ce qu'il a fait avant, je ne sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas ce qui lui plaît, quelles sont ses motivations. On ne sait rien sur eux. Parce que tout ce que les personnages disent, c'est un déballage de connaissances, de dates, d'aspects historiques, d'aspects scientifiques, des machines de guerre qui expliquent les techniques de comment ça fonctionne, le nucléaire. Il y a un passage où ils sont sous la mer dans un sous-marin. Alors là, t'as un déballage de comment c'est construit un sous-marin, quel air il faut dedans, hydroazote de je sais pas quoi, puis après, je sais pas, atmosphère, hectopascal, je sais plus quoi. Après, il faut remettre... Oh, j'ai rien compris, j'étais paumé tout le temps. Et c'est vraiment comme ça, mais tout le temps, quoi. Finalement, l'Atlantide, j'ai l'impression que le gars, il s'en fout. Voilà, on a l'impression, voilà, il fait une thèse universitaire, et en plus, il est gros aussi, hein. Ah ouais, parce qu'en plus, tous les livres que je me suis tapé, là, peut-être à part Quand vient Orage et Les 6 fourmis blanches, là, ils étaient tous super gros, quoi. Donc là, c'est bon, je me suis assez fait de mal comme ça, je me suis assez autoflagellé, j'allais pas le lire jusqu'au bout. Non, c'est pas possible. Pourtant, j'espérais beaucoup de ce livre, mais non, c'est juste pas possible. Et tenter le suivant, il en écrit un autre qui s'appelle Le Chandelier d'Or, donc c'est toujours avec le héros, le même héros que ici dans Atlantis, Jack Howard, si je me trompe pas. Et
Et non, j'ai lu quelques avis sur Babelio, apparemment c'est la même chose, c'est un déballage de notions historiques, scientifiques, voilà, je sais pas si c'est adapté ici, mais je trouvais un lit technocentré, tout est centré sur la technique, voilà. Tu ne voyages pas, tu prends pas de plaisir, tu rigoles pas, c'est très froid, c'est très... Tu ne vis pas l'aventure, ce n'est pas une aventure, ce n'est clairement pas une aventure, c'est un cours universitaire, parfois c'est un cours d'histoire, parfois c'est un cours sur la géologie, parfois c'est un cours de la physique. Voilà, t'as tout, mais c'est pas une aventure. Ce n'est pas un vrai roman. Et là, ce livre, quand je l'ai abandonné, je n'avais qu'une seule envie, c'était de prendre une voiture et d'aller klaxonner devant chez l'auteur pour bien l'emmerder. Comme ça, la boucle est bouclée de cette vidéo. Et voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve bientôt pour je ne sais pas quoi. Voilà, c'était moi. Ciao, ciao, à la prochaine. Salut.